Bonjour à tous, je suis Suleiman Dogan et aujourd'hui je vais laisser la parole à Thomas Oursel, président de la société Ogest, et Hugo Gervais, président de la société Urbest, pour présenter leurs entreprises respectives. Ogest avait été créé en 2011, pas très longtemps après ta sortie de l'école. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur comment ça s'est lancé, dans quel contexte? Ogest a été créé en 2011. Je travaillais à l'époque, moi, dans le milieu du contrôle réglementaire et j'étais en contact, du coup, avec beaucoup de propriétaires ou de gestionnaires de bâtiments. On a fait le constat ensemble qu'il y avait une difficulté pour gérer un bâtiment qui est de savoir ce que je dois faire sur mon bâtiment, en fonction de ce qu'il est, en fonction des installations qui sont présentes dessus, de suivre toutes les actions que je dois mener et derrière d'avoir de la traçabilité sur ces éléments-là. Donc il y avait une grosse difficulté de ce côté-là. Et c'est comme ça, en échangeant avec ces différents clients, qu'est venue l'idée de créer Ogest pour apporter justement une solution à cette difficulté. Donc il y a eu quoi comme évolution ou déviation par rapport à l'idée de départ quand vous avez commencé les premiers prototypages 2013-2014 et par rapport à ce que vous faites aujourd'hui, rétrospectivement, tu dirais que ça a été quoi comme parcours que vous avez fait? On a toujours gardé la même idée au cœur de notre solution et de nos services, qui est vraiment de répondre à cette problématique de qu'est-ce que je dois faire sur mes bâtiments et comment est-ce que j'arrive à le faire de manière optimale. Par contre, on a eu beaucoup d'évolutions au cours de la vie d'Ogest. Alors, bien entendu, beaucoup d'évolutions sur toute l'interface utilisateur. On a beaucoup appris des retours qu'on a eu de nos premiers clients. Et on a également intégré petit à petit au cours de notre évolution à la fois des services additionnels, mais également tout un ensemble d'automatismes qui nous permettent de récupérer de l'information auprès de différents autres partenaires de manière efficace, en limitant l'erreur et en limitant le temps qu'on y passe. Vous arrivez à garder un focus, on va dire, à se concentrer sur votre suivi de ce qui doit être fait dans le bâtiment, parce que les gestionnaires immobiliers, ils ont plein de sujets à traiter. Ça peut être des services, ça peut être des gros travaux, ça peut être l'énergie. Vous nous attirez sur pas mal de thèmes, sur les objets connectés, sur du BIM, sur vraiment plein de trucs. Comment vous arrivez, vous, à garder votre focus et qu'est-ce que vous choisissez de faire? Alors effectivement, c'est vrai que c'est pas simple parce que chaque client a ses besoins, a ses envies, a sa manière de voir les choses qui est un peu différente. Nous, on reste systématiquement, tous nos clients, on reste centré à la base sur le suivi des différents aspects, notamment réglementaires, de maintenance préventive qui sont liés au bâtiment. Donc ça, c'est vraiment le cœur de notre offre et c'est ce qu'on met systématiquement en œuvre chez nos clients, à la fois pour la partie logicielle comme pour la partie service qu'on propose autour. Et effectivement, après, chaque client va pouvoir avoir des besoins différents et on mettra en place du coup des solutions différentes. Mais voilà, on reste systématiquement, malgré tout, quand même centré sur notre cœur avec des spécificités propres à chaque client. Tu peux donner quelques exemples du coup de clients et ce que vous faites pour ces clients-là? Oui, bien sûr. Historiquement, Ogest, c'est d'abord développé dans le milieu tertiaire, notamment avec des foncières, comme notamment AG2R La Mondiale, où on est là centré vraiment sur tout le suivi réglementaire. Ensuite, on s'est développé vers d'autres secteurs, notamment le secteur de la santé, où actuellement on a une activité qui est très importante, et plus récemment sur d'autres secteurs, notamment l'éducation, les bailleurs sociaux, qui sont des secteurs qui sont également assez porteurs pour nous en ce moment. Différentes typologies d'acteurs, avec des problématiques qui vont être parfois différentes. Certains qui vont s'intéresser à la valorisation de leurs actifs, qui vont en tout cas focaliser leur attention sur la valorisation des actifs. Certains qui vont s'intéresser aux problématiques d'accueil de public et de sécurité incendie, la gestion des plans pluriannuels d'investissement et du coup les coûts en fait d'exploitation ou les coûts d'investissement des bâtiments. Voilà, des problématiques qui sont un petit peu différentes, mais toujours centrées sur la même idée de voilà savoir ce que je fais sur mes bâtiments, pourquoi et en garder la trace. Est-ce que tu peux me dire qui est à l'origine de la création d'Urbest? Comment s'est déroulée cette création? Quelles sont les origines d'Urbest? J'ai lancé Urbest en 2016 avec un de mes amis à Londres. À l'époque, on était chacun dans une grosse boîte. Moi, chez Engie pour des suivis de contrats de FM ou des acquisitions de sociétés dans les services.
Et lui, il était chez Apple dans la partie engineering et développement. On se voyait régulièrement, on parlait de start-up, d'Elon Musk, tout un tas de trucs comme ça. Et un jour, je lui parlais d'une plateforme anglaise qui s'appelle Fix My Street, qui permet de remonter des problèmes sur l'espace public. Et je lui disais qu'en fait, ce qui manquait, c'était d'aller jusqu'au bout de la confrontation entre des personnes qui ont des demandes par rapport à des besoins qui doivent être faits, a priori sur l'espace urbain, et que ces demandes-là soient aiguillées vers des prestataires de services ou des entreprises, des collectivités qui sont capables de faire ce job-là derrière. Donc on s'est lancé au début avec un premier prototype. On était dans un pub à Londres, on avait fait des petits mock-ups, des croquis de ce qu'on pourrait faire comme écran pour des interfaces, pour collecter des besoins. Moi, je me souviens, j'étais parti en vacances, j'allais 3 semaines à New York, je suis revenu et il avait déjà sorti un prototype avec 2 autres développeurs avec qui il avait déjà bossé. Et en fait, dès notre premier mois, on a démarré à 4 personnes. Du coup, moi, mon associé, les 2 développeurs ont été quasiment cofondateurs avec nous aussi au début. Et donc pendant les 4 premiers mois, on a sondé l'appétit pour l'espace public, pour gérer et surtout remonter des problèmes sur l'espace urbain. On s'est un peu cassé les dents pour 2 raisons. Déjà, à l'époque, les élus souhaitaient pas forcément ouvrir la boîte de Pandore de n'importe qui pourrait demander n'importe quoi par rapport à des requêtes dans la ville. Et le deuxième point qui est plutôt en train de sauter aujourd'hui, qui était lié à des appréhensions du digital, à ce que diraient les syndicats des agents publics par rapport à l'utilisation d'applis, de productivité, de changement de travailler. Et ça, finalement, ça a plutôt évolué. Aujourd'hui, les agents peuvent être équipés. Et par rapport à notre idée première, on a un peu bifurqué parce qu'au bout de 4 à 6 mois, on avait rencontré d'autres villes qui nous expliquaient que sur la partie bâtiment, en fait, ils avaient beaucoup plus de problèmes. Si on prenait une ville de 50 000 habitants comme ici les Moulineaux, le conseiller au digital, il m'avait expliqué qu'ils avaient 3 demandes qui arrivaient par leur application de remontée d'infos sur l'espace public, 3 demandes par jour. Et 3 demandes par jour, c'est ce qu'on peut voir facilement sur un petit immeuble de 10 000 mètres carrés. Donc en fait, en termes de volume et de proportion de tâches à traiter, il y a beaucoup plus de choses à faire dans les bâtiments, à la fois sur des services aux occupants, sur des services correctifs, et après aussi sur tout le volet par exemple, que vous traitez avec OGEST sur du réglementaire, du préventif. C'est encore des tâches qui viennent en plus de la gestion du quotidien par rapport aux utilisateurs. Au bout de 4 à 6 mois, on s'est davantage focalisé sur les bâtiments, sur les services aux occupants, toujours avec ce même esprit j'ai une multitude d'utilisateurs, donc ça peut être des employés de bureau, ça peut être des résidents dans une résidence étudiante, etc. On leur donne la faculté de remonter facilement de l'info et derrière d'aiguiller vers les bonnes personnes. Après, c'est ce concept-là qu'on a décliné sur plusieurs segments au fil du temps. Qui ont été les premiers à basculer sur ce genre de service? Notre premier client, ça a été dans l'immobilier de bureau, avec des prestataires techniques, surtout avec une gestion de la relation client ou locataire. Eux, ils avaient leur jargon, ils appelaient ça GDI pour gestion d'intervention. Nous, on présente ça plutôt sous la forme de lien entre des utilisateurs finaux qui ont des besoins, des prestataires qui sont capables de faire et des superviseurs qui encadrent le tout. Donc ça va un peu au-delà de juste signaler quelque chose, parce qu'en fait, il y a toute une chaîne de traitement, d'interaction, de communication, de clarification. Donc tous ces aspects-là, c'est important pour déjà fournir une bonne valeur ajoutée sur des demandes techniques. Après nos premiers utilisateurs de bureau, on a été sollicité par un architecte pour des projets de rénovation dans le logement social. Toujours cette même valeur de collecter des besoins d'un grand nombre de personnes de façon mélangée, un peu éclatée un peu partout, de sourcer toutes ces données-là, de les centraliser et d'en permettre le traitement facile derrière. Donc c'est comme ça qu'après on est arrivé sur les rénovations en milieu occupé. Et après, au fil du temps, on s'est étendu à différents segments, donc l'éducation, le secteur résidentiel plutôt en bloc, c'est-à-dire avec des logements, enfin des immeubles qui auront au moins une cinquantaine de logements pour qu'il y ait suffisamment de volume de tâches à traiter, et la capacité d'avoir des catégories flexibles, donc c'est-à-dire que chaque organisation va s'approprier la plateforme comme elle l'entend, en fonction de sa spécificité, des types de services qu'ils souhaitent suivre, des types de services qu'ils souhaitent mettre à disposition de leurs occupants. Là, par exemple, en ce moment, avec les changements qu'il y a eu, il y a des entreprises qui vont vouloir réduire des coûts de prestation, peut-être en introduire des nouvelles liées à des questions sanitaires ou autres. Et du coup, la plateforme permet de
de s'ajuster au fil du temps aux besoins qu'ont les gestionnaires immobiliers et les gestionnaires de services aussi. Et qu'est-ce qui porte la demande? Est-ce que c'est plutôt chez vous les occupants, les utilisateurs? Est-ce que c'est plutôt les entreprises qui interviennent? Est-ce que c'est plutôt les propriétaires ou les gestionnaires? C'est une bonne question parce que il y a toujours des dynamiques différentes entre des immeubles ou des clients. Parfois, c'est un propriétaire qui est moteur pour apporter de l'innovation ou un mode de fonctionnement moderne, on va dire, par rapport à la gestion des immeubles. Parfois, c'est des prestataires qui sont assez influents parce que ils touchent à beaucoup de métiers de service, à la fois dans du multiservice, dans de la gestion technique. Dans ces cas-là, ils peuvent être prescripteurs. Et parfois, on est sur, on va appeler des grands utilisateurs ou des grands comptes, par exemple des grandes sociétés type CAC 40 ou des grosses collectivités qui sont suffisamment importantes pour que, même s'ils ne sont pas propriétaires des lieux ni prestataires de services, ils peuvent être suffisamment importants pour préconiser et pousser ce genre de solution, comme ça peut être le cas quand il y a des grosses entreprises qui se créent des applications dédiées, par exemple avec la newsletter de l'entreprise, des réservations de salles, etc. C'est des choses qu'on voit aussi assez souvent sur des grosses structures. Donc nous, il faut qu'on arrive à trouver notre place, que ce soit avec des PME, des grands comptes, pour pouvoir être à mi-chemin entre des utilisateurs, des prestataires de services et des superviseurs qui doivent encadrer tout le monde et les travaux, les tâches à effectuer. Et qu'est-ce que vous pouvez rencontrer comme frein à l'adoption? Ça, c'est marrant. Je ris parce que j'avais eu la même question la semaine dernière. Il y a plusieurs aspects qui peuvent être des freins. Il y a le côté multidécideur, parce que c'est lié à un alignement des planètes, donc ça complexifie la chose. L'appréhension sur le temps de déploiement. Il y a beaucoup de personnes chaque entreprise a déjà fait des projets IT, des déploiements soit spécifiques internes, soit des solutions externes. Ils n'ont pas forcément toujours eu des très bons souvenirs avec parfois des projets qui marchent pas bien ou qui mettent des mois à se développer ou qui créent des surcouches de coûts avec des consultants, des choses comme ça. Donc par défaut, il peut y avoir une appréhension à surestimer le temps de déploiement et le temps qu'il faut consacrer pour se mettre à utiliser une nouvelle solution sous forme d'abonnement, un software as a service, en SaaS, quoi. Ça, c'est un frein sur lequel il faut rassurer. Et ensuite, il faut identifier les bonnes personnes chez le client. Il faut identifier une sorte de champion, quelqu'un qui comprend, qui arrive à se projeter, qui verra la valeur qu'il va tirer de la plateforme. Parce qu'il y a toujours un écart entre la valeur perçue tout de suite quand j'ai pas encore utilisé la plateforme et puis la valeur réelle au bout de 2-3 mois, ce que quelqu'un se dira ah oui, ça permet de faire ci et ça permet d'obtenir des statistiques. Donc tout un tas de questions et de bénéfices que les gens se mettent à voir, mais au fil de l'usage, quoi, pas forcément dès le début. Plusieurs freins où il faut à la fois rassurer et puis en même temps aider les utilisateurs, les prospects à se projeter pour voir un peu ce que ça pourrait donner pour leur organisation, comment ils pourraient gagner du temps, comment ils vont arriver au bout du projet, parce que s'ils n'en voient pas le bout, ils peuvent surestimer et du coup ça les freine, ça les refroidit pour se lancer. C'est marrant parce que effectivement, cette difficulté, cette appréhension sur les possibles difficultés de déploiement, c'est quelque chose que nous on retrouve aussi dans beaucoup de cas où effectivement on a des clients, des prospects qui sont habitués, qui ont vécu effectivement des déploiements de solutions informatiques entre guillemets à l'ancienne avec du développement, des installations, des phases des phases un peu longues, des process longs, des process qui prennent du temps chez le client, qui prennent du temps chez nous et avec des fois des résultats qui sont pas forcément hyper efficaces. Et c'est vrai que on a ce besoin aussi de rassurer nos prospects sur ce genre de choses, ouais. Faire évoluer les mentalités vers une logique de SaaS, ouais. Oui, souvent ceux qui adoptent des nouvelles solutions en SaaS, c'est des gens qui ont déjà eu des essais concluants avant. En fait, ils commencent à matérialiser un peu les gains qu'ils pourraient faire, parce qu'ils arrivent à un peu mieux estimer la charge de travail que ça peut représenter. Donc ils commencent à empiler des technos, derrière ils peuvent les empiler encore plus vite. Moi j'avais une petite question par rapport à la gestion des obligations réglementaires, parce que on est en France peut-être des spécialistes pour changer les lois assez régulièrement, ou peut-être que c'est dans tous les pays comme ça, mais comment vous faites pour gérer le fait que les lois changent régulièrement, que des obligations, par exemple, qui devaient être faites tous les 2 ans deviennent annuelles, ou que des nouvelles lois apparaissent, etc. Comment vous arrivez à gérer ça pour avoir un référentiel fiable pour vous et pour vos clients? Et effectivement, on a une réglementation qui évolue assez fréquemment. On n'est pas forcément les champions parce que il y a d'autres pays où la réglementation n'est pas simple. Mais effectivement, en France, on a une réglementation qui n'est effectivement pas forcément toujours très simple à comprendre et à appliquer et qui évolue. Et c'est pour ça que
la logique qui est derrière au geste, systématiquement de partir en fait de la description du bâtiment, de la description des installations qui sont présentes dessus. Pourquoi ? Parce que derrière, ça nous permet, nous, quand une réglementation évolue, ça va nous permettre de mettre à jour automatiquement pour nos clients les différentes obligations qu'il va avoir sur ces bâtiments. Par exemple, là en ce moment, on a pas mal de réglementations qui portent notamment alors sur les systèmes de climatisation, sur la présence de gaz à effet de serre dans ces installations, etc., etc. Comment ça se passe pour nos clients ? Comme nous, sur Ogest, on a le détail de leurs installations, des gaz qui sont présents dedans, leur puissance, etc., etc. Quand la réglementation évolue, automatiquement, donc nous, on met à jour notre base réglementaire et automatiquement, ça va mettre à jour pour nos clients les obligations qu'ils ont respectées, les périodicités et les différentes modalités d'exécution. En fait, vous classifiez les bâtiments pour que ça puisse rentrer après dans des tables que vous avez définies qui suivent la loi, quoi, qui est votre master, et puis après, chaque bâtiment est raccroché à ces tables. Exactement, tout à fait. Et ça va représenter pas mal de boulot, ça, non ? Ça représente pas mal de boulot, oui, c'est du boulot pour nous derrière, pour suivre la réglementation et pour la retranscrire en fait, de manière à ce qu'elle puisse s'appliquer sur les différents bâtiments. Ça représente aussi du boulot à l'origine quand on intègre un nouveau bâtiment pour recenser ces différentes installations, mais c'est du boulot en fait qui de toute façon est nécessaire. Le client il a besoin de savoir ce qu'il a comme installation sur son bâtiment. Il a besoin de pouvoir accéder à cette information rapidement et facilement. Donc de toute façon, c'est un investissement en temps qu'on réalise qui est profitable derrière pour le client. Et vous avez des avocats pour ça ? Enfin, c'est quoi les types de compétences que vous avez en interne pour ces analyses ? Alors, c'est pas des avocats, mais c'est des personnes qui ont une compétence juridique, qui ont surtout une double compétence technique également, parce qu'on est sur de l'analyse en fait de textes de loi, surtout sur l'application en fait de ces textes de loi en fonction de tout un ensemble de paramètres qu'il faut être capable de structurer en fait, de structurer l'information pour qu'elle soit exploitable derrière. Donc c'est des personnes qui ont effectivement une connaissance à la fois réglementaire mais également technique. Et on a également des partenaires avec lesquels on travaille qui font également de la veille réglementaire et qui nous permettent, malgré toute l'attention qu'on va porter nous sur la veille, qui vont nous permettre de ne pas passer au travers d'une évolution. C'est super intéressant. Il doit pas y avoir beaucoup d'acteurs qui font ça sur le marché, non ? C'est les bureaux de contrôle qui font ça d'habitude Oui, souvent c'est les bureaux de contrôle qui vont proposer cette veille-là, souvent centrés quand même principalement sur leur mission, et notamment sur les missions de contrôle, voilà, tout en sachant que en fait la réglementation impose beaucoup de choses qui sortent du domaine du contrôle réglementaire ou qui sortent de ce qui doit être réalisé par des organismes agréés. Par rapport à ce que proposent de base, en tout cas les organismes de contrôle, on a un périmètre de veille qui est un peu plus large, puisqu'on va s'intéresser aussi à toute la maintenance réglementaire sur les bâtiments. Ce travail que vous avez fait en France, il peut se décliner dans d'autres pays ou pour l'instant c'est seulement la France ? Oui, tout à fait. Ça peut se décliner dans d'autres pays. On l'a fait en Espagne pour l'instant. Donc l'Espagne, on parlait tout à l'heure un peu de la complexité de la réglementation française. L'Espagne, c'est pas forcément beaucoup plus simple. Alors l'Espagne est séparée en provinces. Chaque province va avoir du coup des réglementations spécifiques qui prises individuellement sont globalement un tout petit peu plus simple que ce qu'on a en France. Mais voilà, on a la multiplicité des réglementations. On a 3 niveaux de réglementation en Espagne. La réglementation nationale, la réglementation au niveau des provinces, et on a parfois également des réglementations au niveau des communautés, au niveau des villes. On a une réglementation qui est également pas forcément très simple, pour d'autres raisons que ce qu'on a en France. Mais voilà, c'est pas forcément simple non plus dans d'autres pays. Mais effectivement, ce qu'on fait en France, on peut également le décliner sur d'autres pays. Donc là, de ce que je comprends, vous touchez à des équipements, aux réglementations. Ça donne pas mal d'accroches potentiellement pour des collaborations avec d'autres entreprises, d'autres sociétés de services. Aujourd'hui, vous en êtes tous sur le côté collaboratif pour combiner au geste à des prestataires, à d'autres solutions. Oui, tout à fait. Nous c'est un peu dans notre logique. L'idée c'est pas d'avoir une plateforme fermée qui vit en autarcie, mais bien d'avoir une solution qui est capable d'échanger des informations, d'autres solutions qui vont apporter des briques, des composantes métiers spécifiques et qui vont apporter du coup de la valeur également aux clients sur ces éléments-là. L'idée c'est d'éviter effectivement aux clients d'avoir 1000 solutions hermétiques chacune de leur côté. Donc nous au geste on est effectivement dans cette logique de pouvoir s'interfacer avec d'autres solutions, soit pour épiocher de l'information et l'afficher à nos clients, soit en envoyer. On a différents partenariats sur différents modes de fonctionnement, l'idée étant au final de simplifier la vie du client et qu'il puisse accéder à l'information dont il a besoin de la manière la plus efficace possible. Là aujourd'hui vous avez déjà fait des partenariats avec d'autres sociétés ou pas ?
On a des partenariats effectivement avec différentes sociétés qui nous permettent de récupérer des données, notamment sur tout ce qui va concerner les rapports de contrôle, puisque ça représente pour nous quand même un volume d'informations important, que ce soit les rapports ou toutes les informations qu'on va pouvoir y trouver dedans, notamment les observations. Donc ça, on a des partenariats effectivement pour récupérer ces informations-là. On a des partenariats également pour récupérer des données sur des informations qui sont liées à l'énergie, la consommation des bâtiments, des données météorologiques, etc. Voilà. Et pourquoi pas demain récupérer le suivi ou envoyer des demandes d'intervention. Volontiers, ouais. Voilà. C'est quelque chose à creuser. Ouais. Et du coup, moi, je me demandais, on en a parlé très très rapidement tout à l'heure, un peu les secteurs sur lesquels vous avez démarré actuellement. Quels sont les secteurs qui pour vous sont le plus porteurs? À court terme, il y a tous les aspects rénovation, parce que non seulement des bâtiments doivent être rénovés tous les 30 ans, environ 30-40 ans maximum, il y a des grosses rénovations à faire, donc ça génère beaucoup de suivi, de tâches, de coordination à faire entre différents métiers. En plus, il y a un plan de relance, au moins pour la France, qui arrive, donc la partie immobilier, construction, efficacité énergétique, il y aura des budgets là-dessus, il y aura beaucoup d'investissements qui vont être faits. Donc ça veut dire qu'il y aura aussi beaucoup de projets à coordonner. Donc dans ce contexte-là, pour nous, c'est une opportunité à travailler. Et autrement, on a aussi le secteur éducation, donc campus universitaire ou école, qui peuvent être des demandeurs intéressants. Et enfin, il y a toute la partie classique, un bureau commerce, à partir du moment où ça fait plus de 500 mètres carrés, il y a en général suffisamment de tâches à traiter pour mettre en place des systèmes pour bien suivre, bien coordonner tout le petit monde qui doit travailler par rapport à la gestion de ces sites-là. J'ai vu que vous êtes présent dans plusieurs pays. Où est-ce que vous êtes déployé actuellement et est-ce qu'il y a des marchés qui sont plus porteurs que d'autres? Alors aujourd'hui, on est présent en Belgique, au Royaume-Uni. En Belgique, on a 2 partenaires, au Royaume-Uni aussi. Au Brésil, on a un gestionnaire pays qui est notre partenaire, notre représentant, et au Maroc également. On avait fait quelques essais à Dubaï, pour l'instant on n'a pas encore structuré quelque chose là-bas. Ce qu'on constate par exemple, c'est que au Maroc ou dans le Maghreb en général, il y a moins de solutions qu'en France. Par exemple, les propriétaires d'immobilier de bureau, ils ont été moins sollicités qu'en France. Après, peut-être qu'il y a une propension à payer qui est un petit peu plus faible, mais il y a une capacité à adopter des nouvelles solutions. Le Brésil, pour nous, c'était intéressant aussi parce que on a eu un accueil très favorable à notre appli avec beaucoup de demandes de démo. On a été accompagné par Business France et en fait, on a eu, c'est eux-mêmes qui nous le disaient, on a eu un taux anormalement élevé de rendez-vous par rapport aux autres entreprises qui peuvent accompagner. Et le Brésil fait partie du podium, je crois, des 3 pays dans le monde avec le plus de téléchargement d'applis et d'utilisation. Donc, ils ont une population qui est jeune, qui est familière du digital et du coup, qui est apte à prendre en main des solutions comme la nôtre. Quels sont les retours que vous avez de vos clients sur l'usage de votre solution? C'est simple. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Le gain de temps et la réactivité aussi, parce que avant, il y avait des personnes qui pouvaient mettre plusieurs jours pour faire des tâches. On travaille avec un grand constructeur automobile, il disait avant, c'est des tâches que j'aurais fait en 48 heures, et là, avec l'appli, c'est fait en une matinée, en moins de 4 heures. D'autres prestataires qui nous disaient mon demandeur a été notifié, il pensait que c'était pour que je lui dise que j'avais noté sa demande, en fait, c'était pour l'informer que ça avait été résolu. Donc, il y a aussi toute une capacité à contracter l'échelle de temps qui plaît beaucoup aux utilisateurs finaux parce qu'en fait, ils sont habitués à la réactivité, à du Amazon. Tout le monde devient super exigeant. Si c'est pas fait dans les 2 jours, on se met à criser. Et donc là, il y a ces attentes fortes qui arrivent sur des utilisateurs. Donc oui, au final, c'est à la fois de la satisfaction client, un gain de temps, mais plutôt pour les prestataires parce que c'est eux qui vont s'en servir le plus souvent, avec les superviseurs aussi qui gagnent du temps sur un accès facilité à l'information et de la réactivité. La réactivité, c'est parce qu'on a gagné plein de temps à plein de petites interactions, ça permet d'être plus réactif au final, de rendre un service plus rapidement. Et ce qui en découle derrière, c'est la satisfaction parce que on a bien informé les personnes de ce qui se passait, on a été plus rapide et du coup tout ça, ça contribue à avoir une bonne qualité de service et une bonne fiabilité.
Est-ce que vous arrivez à quantifier un peu ce gain de temps? Alors, on a fait plusieurs études, donc avec des prestataires comme chez Engie ou Bouygues Energy Service. Et ce qui ressortait, c'était de l'ordre de 20% de temps gagné par jour sur plein de petites interactions, comme par exemple le fait de ne pas être relancé parce que quand un technicien se sert de l'appli, il va automatiquement produire de l'info qui peut notifier les bonnes personnes ou qui peuvent consulter ce qui se passe. Le fait que des techniciens en mobilité, ils puissent avoir l'information depuis leur téléphone, même s'ils sont en train de se déplacer entre bâtiments. Ils n'ont pas besoin d'aller sur des postes fixes de bureau qui les contraignent ou ils perdent 1 minute à se connecter avec des systèmes qui peuvent être un peu lents. Donc il y a toute une succession de petites tâches qui font gagner 30 secondes par-ci, 1 minute par-là, et aussi la facilité de produire de l'information, du reporting. Donc jusqu'à encore quelques années, les prestataires étaient obligés de faire des fiches d'intervention. Tout ça, aujourd'hui, ça s'auto-automatise en fait au travers de l'usage de la plateforme. Les techniciens se mettent à produire de l'information, structurent automatiquement les données, permettent de créer des reportings automatisés. Donc c'est aussi un gain de temps sur des tâches qui d'habitude peuvent leur prendre pas mal de temps, peut-être 2 jours tous les 3 mois, où ils font que ça, ils font de l'Excel, ils font de la remise en forme de données, ils triturent des infos. Là, on va tout structurer direct, bien pour eux. Et la réactivité, on avait fait des études aussi sur la région Normandie où entre la première et la deuxième année, ils avaient gagné déjà 30% de réactivité. Donc, c'est-à-dire qu'avant d'utiliser notre plateforme, ils devaient être encore un peu au-dessus en termes de réactivité. Et déjà, entre le premier usage et puis un usage plus maîtrisé, ils ont encore gagné 30% de temps. Effectivement, c'est énorme, hein. Que ce soit 20% de gain de temps pour les acteurs ou 30% de temps sur la clôture des demandes, c'est effectivement assez... On a un hôpital qui nous a surpris. Eux, ils m'ont dit qu'ils sont passés de 10 jobs faits par jour à 15 interventions avec la même équipe. Ouais, c'est énorme. Alors pour le coup, eux, avant, ils avaient des cahiers où ils faisaient tout oralement, par email, etc. Ça montre que ça permet de faire vraiment des gros sauts en termes de productivité. Et ce qui était intéressant, c'est que même pendant leur période de Covid, où ils étaient obligés de fonctionner avec des équipes à la moitié ou aux 2/3, finalement, ils arrivaient à faire la même qualité de service que ce qu'ils avaient avant l'appli, qui était, on va dire, correct, quoi, ou moyen. Et ça leur a donné aussi de la résilience pour encaisser les coups durs, quoi. Même s'ils doivent faire du travail alterné, que tout le monde n'est pas là, ils ont structuré les informations, ils savent bien ce qui se passe et du coup, ils sont plus efficaces et plus résilients, quoi. Et puisqu'on parle de Covid, du coup, l'impact sur l'année dernière? On a fait x4 sur notre chiffre d'affaires, donc pour nous, ça allait. Je sais pas si on aurait fait plus ou moins sans le Covid. Il y a certaines personnes qui étaient plus disponibles, d'autres qui l'étaient un peu moins parce qu'ils disent je suis sous l'eau, etc. Même si en fait, on permettrait de leur faire gagner du temps s'ils prenaient l'effort d'installer les solutions qu'on propose. Je pense que ça a accéléré l'utilisation d'outils digitaux comme Davisio et d'autres solutions. Avant, quand il y aurait des personnes qui m'auraient dit non, mais c'est pas pour moi ou le digital, c'est pas trop mon truc. Ça fait un moment que j'ai plus entendu cette objection-là, quoi. Je pense que tout le monde s'est mis au visio de gré ou de force et du coup, tout le monde est un peu en train de prendre le pli numérique. Donc ça, je pense que ce sera un terreau fertile pour les 1, 2, 3 années qui viennent, pour des personnes qui n'étaient pas du tout digitalisées, qui l'ont été un petit peu, et qui vont pouvoir commencer à empiler des services technologiques. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que ce format vous aura plu. N'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires et ainsi qu'à poser toutes vos questions.